la généralisation du circuit court et la prévalidation qui sont proposées aujourd'hui par le CSN me paraissent tout à fait appropriées pour une raison assez simple, c'est qu'elles correspondent à ma pratique et je pense d'ailleurs à la pratique de la généralité des avocats, en tout cas parisiens. C'est peut-être un petit peu différent en province. Alors pourquoi c'est une bonne pratique? Alors déjà la prévalidation, parce que soumettre le projet de convention au notaire, ça permet d'éviter qu'en fait il refuse ensuite d'enregistrer et donc des difficultés avec son client futur. Donc on soumet le projet au notaire, le notaire examine, étudie ce projet pour voir si effectivement l'ensemble des conditions qui sont réunies et qui sont imposées à peine de nullité sont respectées. Et donc c'est évidemment une source de confort pour nous, pour le client, parce qu'on est certain qu'il n'y aura pas de rejet au niveau de l'enregistrement. Donc moi, la prévalidation de mon projet de convention par le notaire, j'y suis tout à fait favorable. Après, le circuit court, il correspond également à ma pratique. Pourquoi? Parce que l'état liquidatif, liquidatif ou de partage et la convention de divorce forment un tout. Ils doivent être soumis au délai de 15 jours, qui, je vous le rappelle, est imposé à peine de nullité. Donc l'idée, c'est d'établir ces projets en concertation avec le notaire, l'état liquidatif et la convention, puis de les notifier en même temps, et puis ensuite faire un rendez-vous unique. Alors c'est très bien, c'est très confortable pour le client aussi, là je pense aussi au client, puisqu'on n'a qu'un rendez-vous chez le notaire où on relit l'état liquidatif, cet état liquidatif est signé, la convention est signée, et les clients repartent, le notaire enregistre le jour même le divorce, ils repartent divorcés. Donc c'est quand même beaucoup plus simple. Donc ce rapport du CSN, en tout cas cette préconisation-là, il y a d'autres préconisations avec lesquelles je ne suis absolument pas d'accord, mais celle-là, je trouve qu'elle correspond à ma pratique et qu'elle est absolument pertinente. Moi, je ne vois pas vraiment d'obstacle, si ce n'est une réticence injustifiée de certains de mes confrères qui peuvent estimer qu'on est dans un rapport de concurrence avec le notaire, qu'il faut que la convention soit signée dans le cabinet de l'avocat et l'état liquidatif chez le notaire. Moi, je n'adhère pas du tout à ça, donc ça peut être un obstacle, voilà, qui est peut-être un obstacle que je qualifierais d'obstacle d'ego. Pour le reste, pour moi, il n'y a absolument pas d'obstacle. Alors, s'il y en a peut-être un petit, c'est que je crois que le CRIDON s'était prononcé pour dire que pour lui, il fallait que l'état liquidatif soit signé avant la convention. Bon, voilà, moi, je n'adhère pas du tout à cette analyse et finalement, le seul obstacle que je vois, c'est un obstacle de pratique par certains confrères, voilà, qui n'est pas ma pratique à moi en tout cas. Dans le cadre du divorce par consentement mutuel extrajudiciaire, c'est vrai qu'il n'y a plus de juge qui était normalement le garant fondamental de l'intérêt de l'enfant, mais à mon sens, dans la réforme, l'esprit, par la présence de 2 avocats, remplace justement, c'est un peu ce substitut par rapport au juge sur la garantie des intérêts de l'enfant. On a quand même vis-à-vis de nos clients un devoir de conseil et d'information, et aussi justement en premier lieu à indiquer aux parents qu'au-delà de droits, dans le cadre de l'autorité parentale, ils ont aussi un devoir qui est d'informer les enfants sur leur droit d'être entendus s'ils souhaitent en faire la demande. Je pense que ce débat, en fait, on le savait déjà dans les consentements mutuels avant, qui ne posaient en général pas de problème concernant l'homologation sur les dispositions relatives à l'autorité parentale. Aujourd'hui, ce garde-fou qui est dit que si l'enfant demande à être entendu, le divorce passera judiciaire, je pense, enfin, je n'ai pas les statistiques, mais c'est insignifiant dans la réalité. C'est la première chose. Ensuite, on est maintenant soumis au droit des contrats, on le sait. Et il y a l'ordre public familial de direction, on a l'obligation de négocier de bonne foi, on a l'obligation de loyauté contractuelle, etc., qui oblige finalement les clients, parents, accompagnés de leurs avocats, à en définitive trouver la solution qui soit la plus adaptée dans l'intérêt de l'enfant. Donc cet intérêt de l'enfant, finalement, c'est quand même aux parents en premier lieu de le rechercher et d'essayer de trouver des accords le concernant, aidés en cela, accompagnés par leurs avocats. Moi, dans ma pratique d'avocat, je répète très souvent à mes clients que même si c'est eux qui nous payent nos honoraires, pour autant, quand c'est l'intérêt de l'enfant qui est en jeu, on est aussi garant justement de cet intérêt de savoir qu'il est préservé. Et moi, je refuse d'apposer mon contre-seing sur une convention qui n'a pas été éprouvée. C'est pas, par exemple, on projette de faire une résidence alternée sans l'avoir essayé, sans en avoir justement discuté avec les enfants pour voir si par rapport à leurs besoins, c'est conforme à leur intérêt. Et en soi, parfois, le consentement mutuel d'ailleurs peut prendre du temps, simplement pour pouvoir éprouver cette pratique et que ça soit qu'une validation d'un acquis qui respecte justement l'intérêt de l'enfant. Ça, c'est aussi, à mon sens, dans notre déontologie professionnelle.
c'est complètement instrumentalisé, finalement quelque chose qui est purement théorique, justement de promouvoir ou le circuit court automatique alors qu'il n'y aurait toujours pas de contrôle formel par le biais du notaire de l'intérêt de l'enfant, ou justement de renvoyer les conventions parentales devant le juge pour qu'ils redeviennent le garant de leurs intérêts alors que les avocats sont en mesure de le faire. Pour moi, aujourd'hui, la garantie du fait qu'il y ait la présence de 2 avocats et notre déontologie et aussi le droit des obligations finalement et ce que ça recouvre sont déjà des garanties suffisantes pour s'assurer de l'intérêt de l'enfant.